Bonjour, bienvenue ici et puis merci de venir un samedi matin alors qu'il fait beau dehors, après des mois où on a eu un peu de grisaille. Et donc bienvenue pour ce voyage dans l'inconscient où nous allons effectivement parler un peu de notre fonctionnement, faire un petit peu un petit voyage, voir comment ça fonctionne et puis répondre à vos questions, aux questionnements que vous pouvez avoir. Donc comme vous le savez, on a un conscient, un inconscient. Donc ça, c'est des psychiatres comme Freud qui ont travaillé dessus. Mais qu'est-ce que c'est réellement que cet inconscient? Comment on peut l'utiliser? Ou comment il agit sur nous? Voilà, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Et puis on va parler aussi du cerveau lui-même. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter parce que je crois que j'ai un peu oublié. Ça, c'est ce que j'oublie à chaque fois, je suis désolée. Non pas que je pense que tout le monde me connaisse, mais je m'appelle Ève Seringe, donc je suis thérapeute ici au Centre Bérissia. Je suis hypnothérapeute et spécialiste en thérapie brève, donc je fais de l'hypnothérapie, de la PNL et aussi du DNR, de Deep Neuronal Repatterning. C'est une utilisation de la stimulation bilatérale du cerveau avec les mouvements oculaires et le tapping pour notamment débugger des boucles traumatiques ou faire certains travaux. Voilà. Et puis, je fais aussi du biofeedback de cohérence cardiaque, cohérence émotionnelle, de la sexothérapie. Voilà. Donc, c'est vraiment une grosse boîte à outils en thérapie brève, de façon à pouvoir proposer quelque chose vraiment de sur-mesure. Pour chaque personne, chaque cas est vraiment unique parce que nous avons des histoires tous différents, des vécus, des traumatismes ou des angoisses ou des peurs. Chaque personne est complètement unique. Alors, juste pour parler de la DNR, parce que on va voir que tout est lié en fait. Nous sommes un peu comme une grande boule à facettes et puis nous avons des entrées différentes en fonction des outils. Mais finalement, les choses aussi se complètent bien. Et vous verrez au cours de la journée d'autres thérapeutes aussi. Et vous verrez que ce sont aussi d'autres entrées, que quelquefois c'est pas mal aussi d'avoir des points de vue différents ou des choses. Et on arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire le travail sur soi, essayer de se connaître un peu mieux, voir comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Donc la DNR, c'est par exemple, quand vous avez les deux hémisphères du cerveau, je vais vous faire un dessin. Le premier qui dit que c'est un escargot, attention. Hop. Ce sont les yeux. Ici, vous avez le cortex, le tronc cérébral. Ici, vous avez la colus coeruleus. Et ici, je ne suis pas sûre de le faire dans le bon sens, je crois que c'est dans l'autre, mais vous avez l'amygdale et l'hippocampe. C'est symbolique. Quand vous avez des expériences extérieures, l'amygdale qui est là permet de reconnaître le danger et de décoder les émotions dans les expériences extérieures. Parce qu'en fait, nous sommes quand même des êtres émotionnels. Et nous allons voir qu'un événement n'est que le regard que l'on va porter dessus. Ici, vous avez l'hippocampe. L'hippocampe est extrêmement important puisqu'il a tout à voir dans la mémoire à court terme. Les informations viennent de là, hop, elles sont transmises à l'hippocampe et puis ça mature et ensuite, quand tout va bien, c'est engrammé dans le cerveau. Engrammer, c'est le terme technique, ça va créer un souvenir. Sauf que le cerveau, lui, il va mettre un bout de votre souvenir ici, 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 parce qu'il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il se dit, si j'en perds un bout, je reconstruis. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Ça va nous servir. En fait, tout nous sert. Et en fait, quand il y a une émotion qui est trop forte, un choc émotionnel, un traumatisme, l'hippocampe, en gros, il dit, oh, moi, je ne transmets pas ça. Et ça fait une boucle traumatique. Donc, votre inconscient, lui, il sait tout. C'est votre grand pilote automatique. Votre inconscient, le temps, il ne le vit pas de la même façon que vous. Tout est là. D'ailleurs, 80 ans après, un traumatisme, il est toujours le même. Et puis, la valeur d'un traumatisme, moi, je ne juge pas de la valeur d'un traumatisme. Quelquefois, on peut avoir... quand on remonte en régression, trouver ce qui bloque, ce qui fait mal. Des fois, ça peut être refoulé, donc on ne se souvient pas trop. Donc là, l'hypnose sert, ou même dans PNL, on arrive à retrouver. Et bien, des fois, ça peut être un premier jour de crèche. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a perdu son doudou et qui a eu un choc émotionnel dessus, ou quelqu'un qui a perdu toute sa famille en avion, c'est vrai comme ça, vous allez me dire, eh ben non, parce que pour le cerveau, c'est toujours un choc émotionnel. Tous les chocs émotionnels qui ne peuvent pas se mettre en souvenir dans votre cerveau restent bloqués là.
Donc la DNR, on travaille avec les mouvements oculaires et on débug, on casse ça. Et puis après, dans la nuit, le cerveau se réorganise la nuit. Hop, eh bien, tout simplement, ça va finir par repartir. L'avantage de ça, c'est que quand vous êtes dans une boucle traumatique, soit c'est refoulé, soit ça vous hante. Quand c'est refoulé, votre inconscient, lui, ne s'exprime pas par des mots. Il va s'exprimer par des gestes, par des comportements, par des plaques de boutons, par tout ce qu'il peut, donc par le corps, parce que lui, il a accès au corps. Votre inconscient, il gère en même temps votre rythme cardiaque, tous vos signes vitaux, et puis vos apprentissages. Par exemple, quand vous conduisez, vous ne pensez plus, tiens, il faut que je passe la première, il faut que je passe la seconde. Vous êtes devenu inconsciemment compétent de cela. Donc c'est un super outil, c'est un méga pilote automatique. Tout ce qui est devenu automatique, ça passe dans le pilote automatique. Cependant, quand on laisse le pilote automatique tout gérer, il gère tout. Ok. Mais du coup, il va gérer une partie de vos choix. L'inconscient, imaginez que c'est, vous savez, la lampe d'Aladin. Alors, dans les pays arabes, le génie, on appelle ça le djinn. Alors, le djinn, on s'en méfie. Alors, on va vous trouver, regardez, hop, la belle lampe. On va frotter la lampe, et puis on appelle le génie. Ou alors, qu'est-ce que tu veux? Ce matin, vous avez vu, nous sommes très altruistes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va faire un vœu altruiste. Alors, génie, je voudrais la paix dans le monde. Très bien. Ok. Alors, vous allez vous coucher et puis vous passez une super bonne nuit. Vous passez une super bonne nuit parce que c'est super calme. Et le lendemain matin, vous ouvrez vos fenêtres et là, c'est super calme, il n'y a plus un humain sur la Terre. Alors, vous vous rappelez le génie, puis vous faites, c'est quoi ce bazar pour rester poli? Et le génie qui dit, quoi, tu voulais la paix dans le monde? Ah oui, parce qu'en fait, votre inconscient, il va tout prendre au pied de la lettre. Et donc, ce que vous demandez ou ce que vous voulez, ça va dépendre de la façon dont il l'entend. Qu'est-ce qui constitue aussi la façon dont il va prendre ça? On a un système de croyances. Alors, le système de croyances, rien à voir avec la religion. Quand on est petit, il faut qu'on se construise. Qui je suis? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que je vais croire de moi, des autres? Et donc, ce premier système de croyances va se faire sur ce que vous entendez, c'est-à-dire ce que l'enfant entend. Donc, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les grands frères, tout cet entourage, la boulangère, pourquoi pas, l'instituteur, l'institutrice, les professeurs. Et vous entendez, depuis que vous êtes petit, des choses sur vous et des choses sur la vie. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait entendre? Elle arrivera à rien, elle fera tout ce qu'elle veut dans la vie c'est facile, c'est difficile de grandir. Déjà, vous entendez des choses qui sont aidantes et limitantes. Dans ces choses aidantes et limitantes, qu'est-ce que vous allez prendre ou qu'est-ce que vous avez pris? Et tout ce système de croyances, il passe dans l'inconscient. Parce qu'on n'a pas, des fois on s'entend dire des choses, mais la plupart du temps, tant qu'on fonctionne sur cet inconscient ou sur ce pilote automatique, on ne se pose pas franchement la question. Et on a comme ça des croyances aidantes ou limitantes. Votre inconscient va mettre en place toutes les stratégies inconsciemment pour rendre vraies toutes vos croyances. Donc si vous croyez que la vie c'est difficile, très bien, ok, elle va être difficile, lui il ne juge pas. Hein. Il ne voit pas ce que c'est écologique pour vous ou pas, on lui a dit c'est comme ça. Ok. Donc ça c'est une première chose. Après, vous avez les traumatismes. Vous avez les peurs que vous pouvez avoir, que vous avez développées par rapport à votre vécu, par rapport à ces croyances. Par exemple, ce qui me vient comme ça, des fois, certaines femmes peuvent avoir peur des hommes, pour X raisons, hein, justifiées ou pas. Et bien, cette peur des hommes va faire que, ok, on a peur des hommes, donc on va mettre en place des stratégies. Des fois, pour laisser les hommes, c'est un exemple, hein, les hommes à distance, ok. Mais ça veut dire que vous pouvez vous poser la question, quel est votre libre arbitre dans vos choix là-dedans? Quand vous faites un choix, est-ce que c'est vous qui faites un choix ou est-ce que c'est votre inconscient et votre système de croyances installé, vos peurs, vos traumatismes, vos angoisses? Quand vous prenez conscience de tout ça, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'angoisse? Quelle boucle traumatique j'ai? Là, vous commencez à avoir un peu plus de libre arbitre réel. Et c'est là où il y a la différence déjà entre l'inconscient, ce grand pilote automatique qui doit rester à sa place de pilote automatique, d'outil, et votre conscient. Et comment on développe le conscient?
Alors c'est en prenant conscience, il y a des exercices en se disant ok, là je me pose, il y a un truc qui va pas, ou on règle ce qu'il y a à régler. Et là tout d'un coup vous prenez conscience de votre existence. On va faire juste un petit exercice. J'aimerais tous que vous ayez un regard intérieur, juste un instant, et que vous vous dites j'ai conscience d'être là. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait quelque chose? Pour qui vous ressentez un petit truc quand vous le dites? Grande question là. Qu'est-ce que vous êtes sage? Quand vous vous dites j'ai conscience d'être là, qu'est-ce que ça déclenche ou pas? Est-ce que chez quelqu'un, il y a, même si on ne peut pas mettre de mots dessus, mais dire il y a un truc qui se passe? Moi j'étais peut-être un peu plus lourde. Très bien. Alors vous voyez, se poser cette question-là, effectivement, des fois les personnes peuvent dire il y a un truc, c'est soit comme une petite étincelle, soit comme un petit truc chaud, comme une impression de lourdeur, mais il y a un truc qui se passe. Et plus on travaille sur soi, plus on apprend à se connaître et plus on a conscience d'être là. Alors ça, c'est la première approche que l'on travaille en cohérence émotionnelle, qui est comme une méditation de pleine présence utilisée comme outil neuroconnectique. Ça a plusieurs effets sur le cerveau et sur cette communication conscient-inconscient. Quand je travaille en thérapie brève ou en hypnose, on ouvre les portes entre le conscient et l'inconscient et on reprogramme. On reprogramme des croyances limitantes dont il est peut-être éventuellement utile de se débarrasser. On reprogramme sa façon de parler. Votre cerveau ne connaît pas la différence entre ne connaît pas le négatif, tout simplement. Je vous donne un exemple. Votre enfant met la table et vous lui dites « surtout ne casse pas la vaisselle ». Son cerveau va entendre « casse la vaisselle ». Donc s'il casse une assiette, ce n'est pas de sa faute. En fait, vous allez voir que la façon dont vous parlez, la façon dont vous parlez, va avoir un impact dans votre vie. Donc le fait de se dire « hop, 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 qu'est-ce que je suis en train de dire? Je veux pas ». Ah ben, mais si vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous voulez à la place? En gros, ce que vous ne voulez plus, on s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez à la place? Et là, ça vous oblige à être face à vous-même en disant « tiens, qu'est-ce que je veux à la place ?» Et ça vous désenglue des choses. On a vu qu'une boucle traumatique, quand elle est là, vous êtes complètement associé à l'événement. Donc vous n'êtes pas associé à vous et vous revivez l'événement. Quand on casse la boucle, qu'est-ce qui se passe? L'événement, il va expérience de vie. Et le travail, alors c'est pour ça que l'accompagnement est utile aussi. L'accompagnement, c'est aussi de dire ok, ça passe en expérience de vie. Le fait, ce qui s'est passé, on ne va pas le changer. Mais ce qu'on va changer, c'est éventuellement le regard dessus. On passe de quelque chose qui est blessant, avec une émotion qui est quelquefois même insupportable, à ok, il s'est passé ça. Qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que j'en fais? C'est un cheminement. Alors il y a des outils pour ça, mais ça permet simplement de continuer. Parce que chacun a un sens de la vie différent. Mais pour vivre, c'est bien d'avoir un sens de la vie. Tout est personnel. La carte du monde, la façon dont vous voyez le monde, tout ça, c'est personnel. Il n'y a pas de vérité. Ici, on n'est pas en quête de vérité, on est en quête de soi. Donc, peu importe ce que l'on croit, l'important, c'est que ça soit utile pour continuer d'avancer. Un événement n'est que le regard qu'on a dessus. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qu'un ami m'a racontée. Il aime bien observer les gens et il était dans les Landes, c'était son jour de repos, et il voit une petite famille avec des jumeaux. Il devait avoir 9-10 ans. Et il m'a dit « Oh là là, c'était des vrais jumeaux, même les maillots de bain étaient clonés. Hein. » Bon. Donc les deux gamins jouent, mais dans les Landes, il y a des vagues. Et donc au bout d'un moment, ce qui devait arriver arriva, un gros rouleau, les deux gamins dans le sable jusque dans les trous de nez. Et il me dit « C'est fou parce que c'est des vrais jumeaux, ça pourrait être la même personne. » Il y en a un, il est retourné voir ses parents, il a pleuré et il a pas remis les pieds dans l'eau. Le deuxième, il avait repéré des surfeurs un peu plus loin, il est parti toute l'après-midi avec les surfeurs. Il devait être sympa parce qu'ils l'ont gardé. C'était le même événement, mais ils ne le raconteront pas de la même façon. Ils ne l'ont pas vécu de la même façon. Et en fait, dans la vie, c'est ça, c'est que tous les événements que vous vivez, ils ne sont que ce que vous en faites. Ils ne sont que le regard que vous aurez dessus. Et le regard émotionnel, parce que tout notre être, il est quand même émotionnel. L'émotion, elle gère aussi notre vie. Elle gère le fonctionnement de notre cerveau.
Et cet état interne que vous avez, il se passe là, il se passe là. L'état interne, c'est l'émotion qu'on met à l'intérieur de soi. Alors souvent, cette émotion, elle est moyenne, plus ou moins bien. On part dans la vie, on est emporté dans le mouvement. Et puis, il y a des moments où on se pose. On se pose et puis, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on s'aperçoit qu'on peut mesurer l'émotion. C'est une énergie. Le cerveau transforme toute l'énergie qu'on lui donne en électricité. Alors, comment il fait? Ça, on n'a pas encore trouvé. Ou peut-être que... On est peut-être en train de le trouver, mais on cherche. Donc le cerveau transforme en énergie et on peut en électricité. Donc il y a les liens synaptiques, il y a toute cette électricité qui est là. Et toutes les émotions, on peut aujourd'hui les mesurer avec l'avancée de la physique quantique et puis avec les liens et les travaux qui sont faits entre les neurologues et les physiciens. Donc aujourd'hui, et notamment les travaux de Korokov, qui est un physicien russe qui est absolument passionné par cette énergie qui est en nous et qui a passé toute sa carrière et qui continue à mesurer et photographier les champs énergétiques de l'humain. Donc c'est assez passionnant parce qu'on s'aperçoit que vos émotions, ce n'est pas quelque chose de subjectif, c'est quelque chose de complètement tangible. C'est quelque chose que vous pouvez voir, sentir avec l'appareil quand on travaille en cohérence émotionnelle, cohérence cardiaque, cohérence émotionnelle. L'appareil sur lequel vous êtes branché va voir quand vous avez des idées qui passent, quand vous avez un état interne intéressant, etc. Un état interne intéressant, ça serait quoi? Ça serait de choisir l'émotion que vous voulez à l'intérieur. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que les autres n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Quand on dit « il m'énerve », il fait rien du tout, c'est vous qui vous énervez. C'est vous qui avez le pouvoir dans les relations, qui avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez mettre à l'intérieur de vous. Et ça, c'est de prendre conscience, encore une fois. Vous voyez, c'est là où la conscience est développée, la conscience d'être là, ça va vous donner du choix. Quand il se passe un événement et que ça coince à l'intérieur, vous pouvez vous poser la question, sur quoi ça marche? C'est-à-dire que, quelle est la blessure qui est réactivée? Quelle est la valeur que j'ai, moi, et sur laquelle on piétine? Parce qu'en fait, si la personne, elle vous dit un truc, mais vous vous dites, là, il est soit en train de projeter, ou si ça fait rien, vous n'êtes pas obligé de vous énerver. Si ça touche quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose éventuellement à travailler. Mais c'est vous qui maîtrisez votre état interne. Et plus vous travaillez sur vous, plus en fait, vous avez ce choix d'état interne. Alors, quand on pense à l'inconscient, c'est vrai qu'on pense à Freud. Freud, lui, il dit, avec le ça, le moi, le surmoi, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur les instincts, et puis il y a le censeur qui, lui, représente les valeurs morales, sociales, etc. Et puis le médiateur, on trouve un moyen terme. Bon, personnellement, moi, je préfère à ça Dabrowski. Alors, Kazimierz Dabrowski est un psychiatre polonais du XXe siècle qui, lui, est né en 1907. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale, il a vécu des événements assez dramatiques dans sa vie, dont le suicide de son meilleur ami et la mort de sa sœur dans des conditions qui n'étaient pas top non plus. Et il s'est posé cette question, pourquoi des personnes dans les mêmes situations vont se conduire en bourreau ou en héros? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va faire telle chose ou telle autre chose? Et lui, il a développé le concept de la désintégration positive. En gros, il dit, quand il nous arrive rien, il nous arrive rien. C'est-à-dire que c'est comme si on essaie, tout va bien, on repart comme on est venu. Bon, ok. Mais il dit que finalement, on avance, on change ou on travaille sur soi. La plupart du temps, c'est parce qu'il nous arrive quelque chose. Donc, il a créé comme une pyramide où chaque marche, c'est la façon dont on nourrit notre ego et notre reconnaissance de nous, notre estime de nous. Alors, la première marche, c'est on se nourrit par rapport aux autres. Alors là, en général, si on reste à cette marche-là, c'est bien quand on est un petit enfant, mais après, normalement, on évolue. Et là, on peut reprendre tout ce que dit Freud sur le fonctionnement de l'enfant et les étapes, qui sont... Ouais, c'est vrai.
Et quand on reste adulte là, on tombe souvent sur les sociopathes, c'est-à-dire qu'il y a une non-reconnaissance de l'autre dans son existence propre et l'autre devient un objet utilitaire. Après, la deuxième marche, c'est on a cette reconnaissance par la société. Donc, il y a un certain conformisme social, c'est-à-dire que là, le travail est très important et la reconnaissance de son existence passe par son lien social. Alors évidemment, quand on est dans cette strate, c'est très bien. D'ailleurs, là non plus, il n'y a aucun jugement à avoir. S'il y a, par exemple, un licenciement, une perte d'emploi, c'est tout le système de valeurs qui s'écroule. Et quand on a des épreuves, de toute façon, il y a une partie de notre système de valeurs qui s'écroule. Une partie de nous qui est heurtée. Ben, c'est un choc émotionnel, il y a quelque chose qui se passe. Et Dabrowski dit, après, il y a d'autres marches, et on nourrit sa reconnaissance par autre chose, peut-être par une recherche personnelle, une recherche spirituelle. Voilà, d'autres choses. Mais quand on a un choc émotionnel et que il y a une partie de nous comme ça qui n'est plus en adéquation, voilà, ça provoque une douleur. Freud dit ben, c'est la douleur est la conséquence effectivement de ça, mais c'est la fin. Il faut trouver un moyen terme. Dabrowski dit non, c'est le début. C'est le début d'un changement, d'une évolution. On va désintégrer une partie de sa personnalité, une partie de ses valeurs pour en mettre d'autres. Et c'est la sublimation de l'épreuve qui fait qu'on avance. Effectivement, on n'est pas un oignon, on ne va pas mettre les valeurs les unes sur les autres. Et donc, on est obligé de désintégrer une partie de nous, quelque part, de notre personnalité, de ce qu'on croyait, de ce système de croyances personnelles, pour pouvoir mettre autre chose à la place. Et je trouve que c'est une approche qui est beaucoup plus responsabilisante. En gros, ben oui, vous n'êtes peut-être pas responsable de vos blessures, mais par contre, vous êtes entièrement responsable de ce que vous allez en faire. Je vais vous donner un exemple un peu d'actualité. En ce moment, on entend beaucoup parler d'un certain Norel Lelandais. Et là, dans le système de défense, commence à apparaître ouais, il lui arrivait beaucoup de choses quand il était enfant. En cabinet, j'ai plein de gens. Il leur arrivait beaucoup de choses quand ils étaient enfants. Il n'y en a aucun, en tout cas, de ceux qui sont venus, qui ont fait ce choix-là. Après, le choix de ce qu'on fait des épreuves appartient à chacun. Et on a une responsabilité dans nos vies. Ok, il se passe des choses. Ok, vous allez en faire quoi ? Alors, Dabrowski est beaucoup plus étudié dans le monde anglo-saxon et notamment même en Russie. Il est moins connu en France, mais je trouve qu'il ouvre des perspectives. Et quelque part, la responsabilité qu'on peut avoir dans nos vies, ça nous redonne simplement aussi les rênes. Et connaître son inconscient, son conscient, son fonctionnement, ça nous redonne aussi les rênes. Plus vous développez votre conscience d'être là, et plus vous pouvez utiliser votre inconscient comme un outil. C'est une partie de vous. C'est ce qu'il est. Il est le garant de vos apprentissages, il est le garant de votre mémoire, il a tout. Mais c'est à vous, en tant que conscient, d'agir dans votre vie. Et en général, on a une vie qui est un peu stressante, on n'a pas toujours tous les outils en main, et on vit beaucoup sur l'inconscient, on n'a pas le temps trop de penser. Quand on se pose, c'est là où on s'aperçoit qu'on pense. Dans une journée, vous avez 50 000 à 60 000 idées qui vous passent dans la tête. Ouais, bah vous réjouissez pas trop, là, je vous vois sourire. Non, 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 c'est toujours les mêmes. À 98%, c'est toujours les mêmes. Donc quand vous les avez entendues une fois, c'est bon, ça suffit. Et puis en plus, c'est pas forcément les idées les plus aidantes. Les petites angoisses, et puis les petites idées, vous savez, de sabotage. Ah non, mais t'es nul. Ah non, mais t'as pris du poids. Ah non. Alors, c'est toutes ces idées-là, en fait. C'est des idées parasites. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le mental, mais c'est lié aussi à tout ce système de croyances et à l'inconscient. Donc les techniques en biofeedback qu'on développe, en fait, c'est issu, je vous dis, des outils méditatifs, mais utilisés vraiment en pleine conscience. On est là, on se pose. Mais si vous êtes là et vous vous posez, des fois, on a des personnes qui me disent « Non, mais moi, seulement, je ne pense pas. » Bon, ben parfait. Hop, on se pose. Et là, elle fait « Si, finalement, je pense. » Restez simplement là, conscient d'être là, à regarder passer les pensées. Vous allez voir comment ça se passe. Et là, il y a plein de pensées qui arrivent. Il y a plein de choses qui se passent. Trop de choses qui se passent. Et bien, le fait d'apprendre à juste se poser, ok, et être conscient d'être là, ça fait partie aussi de quelque chose de thérapeutique parce que ça vous redonne les rênes d'agir. Et puis, plus vous calmez, alors ce qui est génial, c'est que plus vous ne faites rien, c'est-à-dire d'être là et de regarder passer les pensées, imaginez que les pensées, ce sont des bulles les bulles, vous savez, le verre d'eau pétillante. Les bulles, elles se détachent et hop, elles montent, elles disparaissent une fois en haut. Eh bien, les pensées, c'est pareil. Vous restez là et vous les regardez passer. Et quand il y a une pensée qui vous attrape, une pensée c'est insidieux, ça vient par derrière, vous vous en apercevez quand vous êtes déjà en train de penser.
Et vous revenez. Hop, je suis là, j'ai conscience d'être là. Je suis là dans mon instant présent. Ok. Vous regardez passer les pensées. Et plus vous le faites, et plus ça se calme. Imaginez que votre esprit, c'est le lac Léman. C'est beau le lac Léman, c'est grand. Ben, des fois, il y a des super tempêtes, on ne sort pas les bateaux. Hein. Et bien, quand votre esprit est en ébullition, comme ça, avec des tas de choses qui passent, et bien, c'est la tempête sur votre lac. Et là, vous pouvez avoir un Boeing qui se crache dedans, vous ne voyez rien. Vous ne pouvez pas, c'est la tempête. Alors que quand votre esprit est plus au calme, la libellule qui se pose au milieu, vous vous envoyez tous les petits ronds. Et en fait, là, vous pouvez utiliser aussi toutes les parties de votre être. Donc voilà un petit peu pour cette façon de voir l'inconscient qui dépasse simplement effectivement les différents topics de psychiatres, mais simplement c'est une base et puis après c'est ce que vous en ferez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Combien de séances pour un trauma de 5 ans ? Alors que le trauma est 5 ans ou 40 ans ou 80 ans, c'est exactement la même chose. Un trauma à l'âge de 5 ans. Ah, à l'âge de 5 ans ? Alors, un trauma, moi je le passe, le trauma lui-même en une séance, c'est-à-dire que c'est la séance de DNR. Après, le nombre de séances, ça dépend de l'objectif de la personne, de ce qui est autour. La moyenne des séances pour régler un objectif, des fois en une séance, il y a des personnes qui arrivent. En général, 2 c'est bien parce qu'on fait le point, mais je dirais que la moyenne est de 4 séances pour un objectif. Mais le trauma lui-même, on le règle dans une séance. Après, c'est ce que l'on en fait. En fait, c'est de la thérapie brève, donc c'est court. Mais le but, c'est de récupérer des outils. C'est-à-dire qu'en thérapie brève, en fait, moi, je ne fais rien. Je ne fais qu'accompagner. Mais je donne des outils, je vous regarde les utiliser. Et ça, c'est important, pour moi en tout cas, c'est de vous donner des outils. Vous partez avec des outils. En fonction aussi des objectifs, je travaille aussi en auto-hypnose. J'apprends l'auto-hypnose à mes clients, que ce soit les sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, on apprend aussi la concentration, l'observation, la gestion du stress. Et puis, il y a des... En hypnose, on gère aussi tout ce qui est douleur. Les gros bleus des rugbyman, on apprend aussi, on peut contracter un peu le temps et guérir plus vite. Enfin, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. On a des capacités d'autorégénération dans une certaine limite, dans une certaine mesure, mais autant utiliser toutes les capacités qu'on a. Donc on apprend aussi à se gérer. Les personnes qui sont en train de préparer des concours ou des examens, c'est pareil, d'apprendre à gérer son stress et puis de savoir se mettre en auto-hypnose pour aller chercher ses révisions. Imaginez, vous révisez. Et puis quand vous arrivez au moment de l'examen, il y a tellement de stress. Ça équivaudrait... Vous avez travaillé toute l'année, vous avez mis des sous de côté à la banque. Et puis le jour des vacances, vous allez dans un pays où il faut retirer les sous parce que vous ne pouvez pas... Voilà, vous allez retirer vos sous. Vous arrivez à la banque et vous faites « Oh les mains, je veux les sous !» Même si c'est les vôtres, ils ne vont pas vous les donner. Et bien votre inconscient, c'est pareil. Si le jour de l'examen, vous stressez et vous demandez comme ça, vous n'allez rien obtenir et vous perdez vos moyens. Donc là aussi, c'est savoir utiliser son inconscient. L'inconscient, on sait qu'il a tout. L'inconscient, lui, il se souvient de tout. Donc autant s'en servir. Donc on descend en auto-hypnose, on est super calme parce qu'on a utilisé tout plein d'outils pour garder ses moyens. Et puis là, on va les chercher, on pose les questions et on laisse remonter. Et ça marche beaucoup mieux que de stresser. Là, cette année, j'ai des jeunes qui préparent médecine, pharmacie à Rennes. Donc, on a préparé. Et après, j'ai eu des retours. On est resté 45 minutes dans la salle à attendre. Alors, il y en a, ça va, ils ont fait 45 minutes de cohérence cardiaque. Oh, ils étaient zen. Mais ils ont eu, les résultats, ça a été 4 centièmes sur 1400. Donc, comme c'était des gens qui voulaient aller en pharmacie, c'était pas mal. Voilà, donc il y a plein d'utilités et puis il y a autant d'objectifs que de personnes. Et puis derrière un objectif, des fois, il se cache d'autres choses. Parce que l'inconscient, il attend. Lui, il sait. Donc les personnes viennent pour un objectif et puis tout d'un coup, ça remonte. Ou ça remonte à 1, 2 séances où on règle quelque chose et puis la personne reprend rendez-vous en disant « Bon, alors, maintenant, j'ai ça qui est remonté. » Donc, soit elles savent le gérer toutes seules parce qu'elles ont récupéré assez d'outils, soit elles me disent non, mais là, c'est traumatique, et puis on fait une séance. En fait, voilà, ça dépend vraiment. Mais
nous sommes vraiment un être complexe avec différentes parties, mais en même temps, la vie est plus simple qu'on nous le fait croire. Plus on prend les choses simplement, plus on fait les choses voilà, simplement, et plus on a accès à plein de choses. Donc on peut se servir des différentes parties de nous-mêmes, et l'inconscient est un outil. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voudrais réévoquer les deux jumeaux. Oui. Bon, ils réagissent tous les deux de manière totalement différente. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils réagissent de manière totalement différente? Est-ce que l'un a eu un traumatisme, par exemple? Peut-être. Mais si aucun n'a eu de traumatisme, est-ce qu'il y a une essence, un caractère? Pourquoi pas? Qui fait qu'on est différent ouais, dans les réactions. On pourrait dire que l'un, mais là c'est un jugement, on pourrait dire que l'un a une réaction positive ou au moins une réaction d'ouverture, et l'autre a une réaction négative ou au moins une réaction de repli. Oui, alors c'est une... donc ça interroge. Oui, alors c'est une très bonne question. Pourquoi ces deux jumeaux agissent de façon différente? Peut-être que depuis leur enfance, ils n'ont pas entendu la même chose sur le système de... Même s'il y a eu des choses dites, ils n'ont pas pris la même chose. Peut-être qu'à la base, ils ont un caractère différent aussi. Ça fait appel à différentes cartes du monde. On pourrait donner des hypothèses totalement différentes. Je pense que chacun a un caractère différent avec des prédispositions à prendre les choses d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est clair. Après, c'est ce qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur soi et qu'on a réglé des choses, alors c'est très amusant, je fais ça avec mes clientes, on repart un peu en hypnose, mais légère, régressive, c'est-à-dire que la personne se met un peu en auto-hypnose et revit certains moments. Et elle me dit, là, je ne ferai pas la même chose. Et elle s'aperçoit qu'elle ne revit pas les choses de la même façon. Alors, ça m'est arrivé sur, par exemple, des personnes qui, des fois, en fin de journée, disent « Ah, mais j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû faire ça ». Et ça leur pourrit la nuit parce qu'elles ne dorment pas, parce qu'elles se disent « Alors je dis, faites comme si ». Le cadre comme si, c'est super puissant. Votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. On redescend. Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait? Et puis, la personne, je lui fais revivre son autre choix. Mais si on fait cet autre choix, le cerveau lui dit « Ok, tu vois, on a appris ça. » Hop, et puis hop, c'est plié. Mais quand on travaille sur soi, après, effectivement, on s'aperçoit qu'on n'aurait pas fait les mêmes choix, qu'on ne voit pas les choses de la même façon. C'est tout l'intérêt aussi. C'est là où on s'aperçoit qu'on a évolué, qu'on a changé ou qu'il y a quelque chose qui a bougé. Parce qu'un événement n'est que le regard qu'on a dessus. Vous savez, des fois, vous retrouvez un ami d'enfance ou un oncle, et puis où vous voyez deux personnes de la famille raconter quelque chose, puis les autres, mais non, ça ne s'est pas passé comme ça, ou c'est pas la même histoire. Parce que chacun le vit avec son propre filtre. Vous avez... hop, je vais vous faire un petit dessin. Hop. Ah, tiens, on va faire ça. J'aimerais que vous fermiez les yeux un instant. Vous aussi, là-bas, vous pouvez le faire. Vous pouvez même vous venir par ici. Alors, vous fermez les yeux un instant et vous imaginez la pomme la plus belle possible. Une super pomme. Vous en voyez la couleur, vous en voyez l'odeur, la forme. Et puis, vous croquez dans cette pomme. Vous goûtez cette pomme, vous en avez toutes les saveurs. Là, vous pouvez revenir. Alors déjà, c'est bien parce que on est encore en 2017 ans après. Si Ève vous demande de bouffer une pomme, vous le faites encore. Hein. Blague à part, elle est comment, votre pomme? La description? Oui. Elle est verte, mais un petit peu rouge. Bien charnu. D'accord. Acidulée ou sucrée? Oui, plutôt très ferme, craquante. Craquante. Et juteuse et acidulée. La vôtre? Je vous ai vu sourire là, elle était bonne cette pomme. Elle était sucrée? Oui, elle était sucrée. Sucrée de quelle couleur? Juteuse, rouge, avec des petites graines jaunes. D'accord. La vôtre? Oui, elle était jaune et rouge, et en croquant, elle était très juteuse. D'accord. Et là-bas, elle était comment la pomme? Alors la mienne, elle était rose. Vous savez, les grosses pommes roses là. C'est des Pink Lady, c'est ça. En fait, vous voyez que là, vous avez
le pommier, et puis chacun a sa représentation de la pomme. Là, vous avez le territoire, là, vous avez votre carte du monde. À travers, vous avez des filtres qui sont passés, c'est les filtres de votre perception, qui sont dus à votre propre système neurologique, à votre système social et culturel, à votre histoire personnelle. Donc en fait, la pomme, chacun a la sienne, et la représentation du monde, chacun a la sienne. C'est ce qui répond aussi un peu à la question. Même, ce sont les filtres de perception qui sont tout ça. C'est pour ça que chacun est complètement différent, font qu'on a chacun notre représentation du monde. Et quand je vous disais, en réalité, on n'est pas en quête de vérité. La vérité, c'est quoi? Ça dépend de chacun. Et puis chaque vérité est bonne. Ça, c'est la carte du monde. Ça, c'est le territoire. Et nous, on n'en a qu'une perception. Mais on ne saura jamais exactement la réalité de ça. Et puis on s'en fiche. Là, de savoir pourquoi vous avez cette perception d'un événement, c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui va vous permettre d'avancer et puis éventuellement de changer votre perception des choses. Si c'est une perception qui est douloureuse et qui vous empêche d'avancer, ça peut être intéressant. Si vous avez une perception où vous vous dites votre système de croyance est dans la vie, on peut tout faire, j'arriverai à tout, très bien. Après, vous voyez, l'intérêt c'est ça. Dans ces champs de perception, vous avez, comme je vous le disais, la culture aussi, votre système culturel et social, mais dans la partie votre vécu, quand on répare là, les traumas, les blessures, qu'on change les croyances limitantes, ça libère. Qu'on augmente la conscience d'être là, là vous pouvez agir, et puis plus vous avancez, vous changez effectivement peut-être aussi votre système de valeurs. Dabrowski, dont je parlais tout à l'heure, lui, il dit que quelque part, pour résumer, nous avons, une animalité finalement, et c'est dans la sublimation des épreuves qu'on obtient l'humanité. Et c'est pour ça qu'avec la même épreuve, il y en a un qui va devenir un héros, l'autre un bourreau, mais ça va être sa perception des choses. Et c'est ça qui avait beaucoup marqué Dabrowski. J'avoue que moi, c'est une question que je m'étais posée, et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup les théories de ce psychiatre. Une anecdote personnelle, je me souviens de mon oncle. Mon oncle avait 25 ans de plus que mon père. Et son frère, voilà, je vais y arriver. Et il se trouve que mes oncles, grands-oncles et grands-parents, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient résistants. Ça s'est trouvé comme ça. Ça a toujours été des fortes têtes et des gros caractères. Ils étaient résistants. Donc mon grand-oncle et mon oncle se sont retrouvés en camp. Alors ce n'était pas en camp en camp de concentration comme on entend parler, mais c'était quand même du camp de concentration où ils étaient régulièrement battus et non nourris. Et ils se sont échappés. Et cet oncle qui était absolument pas débrouillard, lui a réussi à s'échapper, il a traversé l'Allemagne, la France à pied, il a passé le reste de la guerre plus ou moins à se cacher. Moi, quand je l'ai connu, la guerre était quand même finie, je n'ai pas si vieille que ça, et je l'ai toujours connu, quand quelqu'un tapait à la porte, il allait se cacher. Il avait des sueurs froides et il allait se cacher. Il a été soigné par anxiolytique. Il a fini par faire en 86 un cancer médicamenteux. Et j'avais gardé cette question. Pourquoi comment ça fonctionne? Mais comment ça fonctionne à l'intérieur de nous? Comment certaines personnes peuvent se conduire comme ça? J'en étais arrivée à la même question de Dabrowski. Pourquoi certains vont être résistants, d'autres pas, d'autres non agir? Pourquoi on agit comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on fait un choix? Et qu'est-ce qui fait qu'après, quand on a des blessures, on s'en sort ou pas? Donc c'était vraiment une question depuis ma plus tendre enfance, et je pense que ça a certainement fait que c'est ce que je fais, ce que je suis aujourd'hui, ça a un sens aussi pour moi. Et la réponse que j'ai trouvée, et aussi dans le dessin que j'avais fait tout à l'heure, les boucles traumatiques, je me suis aperçue aussi que pas mal de deuils, je les passe d'abord en trauma. Parce que quand on a un traumatisme sur un deuil, c'est pas la peine d'essayer de faire son deuil, tant que le trauma est là. Donc c'est vraiment un cheminement. Et puis on défait, c'est une espèce de pelote de laine. On tire un bout et puis on défait. On défait les traumatismes, on se pose la question de ce qu'on va faire des choses. Mais en tout cas, et c'est là aussi où c'est important, quand je vous dis moi je fais rien, je vous accompagne, pour moi c'est important, je ne suis pas guérisseur. De quel droit
je volerai la guérison de la personne. Parce que c'est votre chemin. Et c'est extrêmement important que chacun puisse faire son chemin. C'est ce qui fait que les choses sont pérennes. C'est une évolution, c'est une transformation, transmutation. Tous les mots qui commencent par trans impliquent la mutation, le changement. Puis quelque part, s'il ne se passe rien dans la vie, la grande philosophe Dory, dans Nemo, vous savez, la poissonne bleue. Vous savez, à un moment, Nemo, il a été enlevé, et là, son père est arrivé un peu trop tard, et il se met à hurler « Mon Dieu, mais j'avais promis qu'il lui arriverait rien !» Et la poissonne bleue, elle lui fait « Bah, c'est con, quoi, parce que s'il lui arrive rien, il lui arrive rien. » Bah ouais, parce que s'il nous arrive rien dans la vie, on repart comme on est venu, quelque part. Alors après, ça peut être personnel, hein, c'est une interprétation, mais quelque part, qu'est-ce qu'on se ferait suer s'il nous arriverait rien ? Regardez, il y a des personnes, des fois, qui semblent avoir des vies parfaites, elles ne sont pas forcément heureuses pour autant. Ça ne veut pas dire qu'elles n'aient pas non plus de trauma. Mais peut-être que ça fait partie un peu de nos vies et que ça donne éventuellement un sens aussi. Ou pas, à voir. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vas-y. Ceux à qui n'arrive rien, c'est parce qu'ils ont peur, c'est parce qu'ils veulent que rien ne leur arrive. Peut-être parce que aussi. Dans la vie normale, il va forcément des choses vont arriver. Par contre, on peut refuser que des choses arrivent. Parce qu'on a peur que ces choses arrivent. C'est possible. C'est possible, alors c'est très juste, c'est là aussi où on voit que chaque cas est complètement différent et que derrière, il n'arrive rien, il peut y avoir une peur d'agir, une peur de vivre des choses. Oui, ça peut arriver, donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à démonter derrière. Mais alors, je vais rendre hommage, ma fille est partie, elle est là. Donc je vais, cache-toi, vas-y. En fait, cette leçon, je l'ai prise d'une petite fille de 2 ans avec Nemo. J'étais une mère surprotectrice. J'ai toujours eu peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Donc, si je pouvais les garder sous le coude, en fait, déjà, il a fallu faire 2 césariennes parce que je ne voulais pas accoucher. Mais madame, non, c'est bon, ils sont bien. Alors, mon gynécologue m'avait dit, vous savez, à 18 ans, là, quand il va avoir son truc du bac, vous derrière et un ventre énorme, ça ne va pas le faire. Ça m'avait marqué, mais ce n'était pas monté complètement au cerveau. Ok, moi, mes enfants, je les protégeais. Et puis un jour, ma fille, 2 ans, me dit, viens maman, on va voir Nemo. Ah bon, tu veux voir Nemo ? Non, c'est pour toi. Oh, déjà, je me suis dit, là, c'est moyen. Donc, elle me tend sa petite chaise, je m'assois, elle met le DVD, et puis, hop, et elle arrête le DVD à ce moment-là, où Dory lui dit, bah, c'est... Et ma fille, surtout, elle a fait, t'as compris, maman ? Alors là, je ne suis pas complètement sûre, développe, des fois qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Et elle me dit, tu sais, maman, s'il nous arrive rien quand on est petit, quand on est grand, on n'a rien appris, et c'est là qu'on se met en danger. Là, j'ai pris une grande claque. J'ai dit, ouais, il va falloir que je travaille sur moi aussi. Je n'ai eu de cesse, et ça sera peut-être toute ma vie aussi. Et en fait, c'est ça. Et c'est là où je me suis dit, effectivement, si on ne vit rien, il ne se passe rien, qu'est-ce qu'on apprend ? Alors, je vous concède qu'il y a des choses, je n'ai pas envie de les vivre non plus. Mais après, quand il se passe des choses, il se passe des choses. C'est qu'est-ce que j'en fais ? Maintenant, quand c'est là, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en apprends ? Qu'est-ce que j'en fais ? Et quand on a réussi à se dissocier de l'événement, de s'associer à soi et d'en faire un fait. Et finalement, l'important, c'est ça, c'est la finalité. Ok, j'ai appris ça. Des fois, la leçon, elle est plus douloureuse qu'à d'autres fois. Mais au moins, j'en fais quelque chose et puis je continue ma vie. Oui, encore autre chose. Bien sûr, avec plaisir. Je pense à la responsabilité. Oui. Donc au filtre. Oui. Je pense par exemple pour être dans l'actualité, à des enfants d'islamistes, de gens qui ont fait le djihad, qui ont combattu en quelque sorte, donc à qui qu'on a éduqué vraiment d'une certaine façon, et que cette éducation, elle est très lourde. C'est des filtres vraiment très puissants en quelque sorte. Quelle est leur responsabilité ? Est-ce qu'ils peuvent se dire rejeter en quelque sorte, peut-être avec le temps, mais justement Alors c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question sur, c'est comme tout ce qui est lavage de cerveau dans les sectes. Effectivement, le problème des djihadistes, où là je sais qu'apparemment dans les centres aussi pour je cherche le mot, déprogrammés,
déradicaliser, Voilà, c'est c'est très ça. difficile, on n'y arrive pas forcément. Le seul débat pardon, qu'on pourrait avoir par rapport à ça, ça serait un débat philosophique, parce que soit effectivement on resterait terre à terre en disant bon, à partir du moment où quelqu'un a fait ce genre de choses, la personne n'est plus responsable. Moi ça ne me suffit pas, parce que du coup c'est comme une fin de non-recevoir. Ça veut dire qu'on pourrait strictement rien faire. On s'est posé la question avec un de mes professeurs qui travaille en hypnose spirituelle. Et on s'est dit parce que j'ai vu des choses en hypnose spirituelle qui étaient assez surprenantes sur la prise de conscience de faire du mal. Et là, j'en reviens aussi à la grande question. Pourquoi des gens se conduisent mal, des gens se conduisent bien ? Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont absolument pas conscience de faire du mal. Et que finalement, l'apprentissage, ça passe aussi par cette prise de conscience de faire quelque chose, de nuire aux autres. Et c'est pas si simple, même pour des choses moins graves que ça, il y a souvent une non-conscience de faire du mal. Et je l'ai vu après en hypnose spirituelle, où des personnes, j'ai vu d'ailleurs j'étais en formation, et une stagiaire qui est descendue et qui a revécu une vie où elle était, comment dire, un grand guerrier, mais elle prenait plaisir à tuer. Et c'était très surprenant et très, très impressionnant. Et au début, elle n'avait aucune conscience de faire du mal. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Et le protocole lui a fait revivre l'inverse. Et là, du coup, il y a eu une prise de conscience. Bon, elle n'a pas passé une bonne après-midi, mais du coup, elle, dans sa vie, parce que ça peut être métaphorique, hein. Là non plus, je n'ai pas de vérité, mais le fait de se dire, ok, et si j'avais choisi de vivre ça, et si c'est juste un débat philosophique, c'est une expérience de pensée, mais ça peut quelquefois permettre comme un déclic. Mais là aussi, c'est vraiment voilà, du débat et de l'expérience de pensée. Mais c'est la seule approche, en y réfléchissant, parce que c'est une question que je me suis posée, où je me suis dit, là, il y a quelque chose qu'on peut faire bouger. Et finalement, c'est peut-être l'utilisation de ce contact entre le conscient et l'inconscient, et faire remonter une bulle en disant « Ouais, la vache, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et la seule façon que j'ai pu voir de le faire, c'est par l'hypnose spirituelle, et le fait de se positionner autrement dessus. Mais là aussi, hein, on pourrait en débattre, et ça pourrait être intéressant de voir. Il y a un suivi, mais pour l'instant, c'est très très difficile en fait de déprogrammer, j'arriverai pas à le dire, de déprogrammer, je vais rester sur ce mot. Ça peut être dangereux. Ouais. Mais effectivement, quelle est la responsabilité de la personne qui est embrigadée depuis tout petit ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est une question. Alors heureusement, on n'en est pas tous là, mais... Venez à la conférence cet après-midi à 15h, je parlerai des intentions d'âme. Ah ben voilà, et du coup voilà, ça fait complètement écho à ce que je disais, c'est uniquement sur cette partie-là, une partie spirituelle, qu'on peut arriver à avoir une autre approche. Mais sinon, c'est vrai que sur la déprogrammation avec les outils en psychiatrie qu'on a actuellement, l'efficacité... C'est comme le manipulateur pervers narcissique, la psychiatrie n'y peut rien. Hein. Alors non, exactement. Le pervers narcissique, c'est très intéressant de savoir comment il fonctionne. On a quelques minutes, ça vous dit ? Ouais. Quand vous avez l'enfant, alors là on va reprendre les topics de Freud. L'enfant, quand il est tout petit, entre 0 et 1 an, il est dans la fusion avec maman. Maman et moi ne faisons qu'un corps, même s'il est né. Après, quand il va grandir, il va s'apercevoir qu'il y a des choses qui font pas partie de lui. C'est ce qu'on appelle le stade anal. Là, c'est trivial, mais quand il fait caca, ça fait plus partie de lui. Ah, il se dit, tiens, il y a des choses qui ne font pas partie de moi. Ok. Donc, il y a encore une bulle, et à l'intérieur, il y a bébé et maman qui commencent à se dissocier. Ah, là, on est en anaclétique. Et ensuite, il y a une triangulation de la relation qui se fait avec la figure paternelle, qu'elle soit présente ou pas, hein, parce qu'il y a des cas où le papa n'est plus là, mais c'est pas grave, la figure paternelle est encore là, et là l'enfant comprend qu'il y a des interdits, l'interdit de l'inceste, du meurtre, et qu'il y a une différence entre les sexes, les générations. Et puis on commence à avoir la culpabilité, ok, et puis on grandit, et puis après on a soit ces petites névroses, machin et tout, on reste sur Freud. Le pervers narcissique, il y a un truc qui va pas bien se passer et il va pas avoir cette altérité qui va se mettre en place. C'est-à-dire que l'autre va rester comme un objet qui lui appartient aussi et qui est un objet utilitaire.
Le pervers narcissique ne connaît pas la culpabilité. Si vous connaissez la culpabilité, c'est bien, c'est un bon signe, c'est que vous pouvez avancer. Vous voyez, comme quoi, hein, des choses des fois qui nous pourrissent la vie, si on regarde comme ça, hein, hop, on se positionne autrement, c'est bien. Donc, le pervers narcissique, lui, il ne connaît pas la culpabilité, mais il a aussi des tensions psychiques. Les tensions psychiques, il va falloir qu'il les décharge aussi. Et en général, il a 2 choses pour les décharger, la projection et le fait de faire angoisser l'autre. Donc, il a besoin de l'autre comme outil pour défaire sa propre tension psychique. Donc, ce sont des gens qui, effectivement, se servent des autres, les angoissent, les abaissent, les manipulent, etc. C'est sa façon de survivre aussi. Et il projette. Alors là, pour ça, vous avez appris tous en maths sup, maternelle supérieure, dernière année, quelque chose de très important. C'est celui qui dit qui est. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous envoie des trucs, puis ça vous déstabilise en disant, mais... Et là, vous dites, attendez, il projette, là. En fait, tout ce qu'il pense de lui, il le dit sur moi. Et là, vous dites, c'est celui qui dit qui est. Et vous lui renvoyez, c'est à lui. Et puis, de toute façon, quand vous avez affaire avec des personnes comme ça, est-ce que vous iriez discuter avec un tigre affamé? Non. Eh bien, avec un pervers narcissique, c'est pas la peine non plus. Donc, effectivement, sur la psychiatrie classique, alors moi, comme je ne suis pas psychiatre, c'est très bien, je n'ai pas affaire à ce genre de personnes. En général, ce genre de personnes ne vont pas dans les cabinets pour travailler sur eux. Il arrive de temps en temps que des pervers narcissiques aiment bien aller voir les thérapeutes. On appelle ça des tueurs de thérapeutes. Parce qu'en fait, ils y vont pour essayer de déstabiliser le thérapeute. Et en général, quand on a l'habitude, on les sent dès le téléphone. Et puis après, quand on est bien installé, ils sentent qu'il y a de l'instinct, il y a de l'instinct de prédateur chez ces gens-là. Et en général, ils viennent pas. Ils vont peut-être voir mes concurrents, mais moi, je les ai pas. Donc, c'est bien. Mais voilà à peu près comment ça fonctionne. C'est intéressant de voir parce que ça vous permet aussi de dire, hop, là, c'est pas à moi. Et puis, vous laissez de côté. Tu as dit 2 choses. Oui. Pour leur décharge de tension psychique, tu as dit projection, oui. Et je ne me rappelle pas de la deuxième. Eh bien, le faire angoisser l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de l'autre comme outil, enfin, voilà, ils utilisent l'autre. Donc là, ils sont en bas de la pyramide de Dabrowski aussi. C'est un peu hard. Ouais. Mais c'est intéressant quand même de pouvoir repérer. Souvent, ça arrive aussi... Alors, il y a des gens en manager qui ne sont pas forcément... Enfin, le management, notamment en France, je veux dire, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, on trouve pas mal de souffrance au travail en France quand même. Hein. Et souvent, on trouve des personnes alors, qui ne sont pas forcément pervers narcissiques, mais qui se mettent à avoir des comportements manipulatoires. Et il y a de temps en temps, ça dérive aussi. Parce que le management, c'est un métier. Or, il y a beaucoup de gens qui montent, mais à qui on ne donne pas forcément les outils. Et en France, on est sur le code de l'honneur, alors que dans les pays anglo-saxons, on est sur le code du contrat. Tu as fait ton contrat? Oui, non. Tu n'as pas fait. Pourquoi? Tu es en capacité ou pas? Qu'est-ce que je peux te donner? Quelle idée tu as? Voilà. En France, c'est le code de l'honneur. Ouais, tu as fait ton contrat, mais bon, moi, je t'aime pas. En fait, c'est issu des chevaliers et on a quand même cette problématique-là. Donc, il y a des fois, c'est difficile de s'y retrouver. Et il y a quand même... J'ai beaucoup de personnes en burn-out ou en souffrance au travail. Et comme j'ai fait du mentorat, j'en fais encore de temps en temps, travailler avec des diagnostiqueurs, c'est vrai que bon, on retrouve quand même cette problématique. Et de temps en temps, il y a quand même quelques pervers narcissiques qui aiment bien, ils aiment bien être managers. Parce que là, ils ont de quoi faire. Voilà. Mais en fait, on cherche toujours aussi de la reconnaissance hein, quelle que soit notre situation. La reconnaissance, ça fait partie aussi de notre façon de grandir, de nous positionner. Voilà. Après, ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les blessures derrière qui nous font rechercher quelle reconnaissance. Par exemple, toutes les blessures d'abandon attirent les pervers narcissiques. Parce que le pervers narcissique, il rentre dans une pièce puis il fait « Oh tiens, ça va être mon ami. Dommage pour la personne. » Mais en fait, les blessures d'abandon, tout simplement parce que le pervers narcissique, au début, il va entourer. Et comme la personne a la peur d'être abandonnée, elle est rassurée. Puis après, elle se fait bouffer. C'est en résonance. Les blessures rentrent en résonance les unes avec les autres. Tout à fait. Oui.
Alors pour faire un travail sur eux, mais enfin après il faut s'en sortir. Disons que le pervers narcissique ne va pas faire de travail sur eux, puis celui qui a la blessure d'abandon, il va être bien au fond. Hein. Pour se sortir après de ce type de relation, c'est difficile. Donc les blessures d'abandon, vaut mieux les travailler avant, parce que bizarrement, une fois qu'on a réglé sa blessure d'abandon, on n'a plus affaire à eux. Hein. Donc écologiquement, je pense que au mieux régler ça avec un accompagnateur, un thérapeute qu'avec un pervers, au choix. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est votre lieu d'exercice principal ici? Oui. Donc, vous êtes là Oui. quasiment. Oui, je suis là quasiment tout le temps. Il m'arrive de faire du domicile, mais sur des personnes qui ont eu des accidents, qui ne peuvent pas se déplacer pour qu'elles puissent récupérer et puis venir après. Mais sinon, oui, mon cabinet est juste là, au centre, au milieu. Une séance dure combien de temps? 1 heure. Et on met en place les différents outils, on fait le point de l'objectif, et puis après, on aura le temps qu'à faire. Il y a un des outils dont vous allez parler cet après-midi, c'est ça? Parce que Oui. vraiment, tout ce qu'il y a comme... Il y a beaucoup d'outils, même mes collègues ont tous des outils, et ce qui est bien, c'est qu'ici, on est tous différents, ce qui permet d'avoir des approches différentes et puis d'expérimenter aussi plein de choses. Donc effectivement, cet après-midi, je fais un atelier sur la cohérence cardiaque et la cohérence émotionnelle, qui sont des outils qui permettent de régénérer le système nerveux autonome et une partie, la plasticité du cerveau et le système limbique. Ce qu'il faut savoir, j'ai effacé mon escargot, vous avez 2-3 zones dans le cerveau où vous avez des neurones souches, comme un peu les cellules souches. Et dans l'hippocampe, il y en a. Alors, il faut avoir... plus on est stressé, moins on régénère son cerveau. Mais que ce sont des outils qui permettent aussi de se poser et puis de régénérer le cerveau. D'autres questions? Non, c'est bon? Bon, super, midi pile, chouette, je vais me faire disputer. Merci beaucoup, puis j'espère que ça vous a plu. Merci. Je vais effacer mon tableau. Hein. J'ai intérêt. Hein. Non, mais après, on est battus. Hein. C'est pas vrai.